Dans l'avenir, les leviers de demain, quels sont-ils? Je ne dis pas que c'est les leviers de demain, mais c'est en tout cas un levier qui va devenir incontournable. Il va devenir incontournable à plus d'un titre. D'abord parce qu'il y a toute une génération, et pas seulement des teenagers, hein, on est vraiment sur du 20-30 ans, qui aujourd'hui passent plus de temps sur Facebook que sur le web. Donc il faut aller dialoguer avec ces internautes là où ils sont. Et ensuite, on a déjà plusieurs études qui commencent à devenir intéressantes, bien sûr en prenant des États-Unis aujourd'hui. On n'a pas suffisamment de recul en France aujourd'hui, mais où on constate que les internautes qui fréquentent les réseaux sociaux, et notamment Facebook, achètent 1,5 fois plus que ceux qui ne fréquentent pas Facebook, et ont des paniers moyens plus élevés, des fréquences d'achat plus élevées. Donc à partir de là, il faudrait être stupide pour ne pas s'intéresser à ce canal d'acquisition. Et ensuite, juste, je terminerai là-dessus, moi ça fait 15 ans que j'entends parler du one-to-one avec Internet. Je ne l'ai jamais vu. Et pour la première fois, on commence, grâce à Facebook Connect, hein, on commence à avoir des possibilités de personnalisation très très poussées autour de son propre profil, mais autour bien entendu aussi du profil de ses amis ou des comportements de ses amis. Donc il y a des choses, hein, on connaît tous l'expérience d'Amazon aux États-Unis en la matière, qui est assez bluffante quand même. Hein. C'est-à-dire, si vous vous connectez sur Amazon, vous créez votre compte avec Facebook Connect, vous avez non seulement un Amazon qui vous est propre en fonction de vos centres d'intérêt sur Facebook, de ce que vous aimez, etc., mais également de nombreuses suggestions autour de votre réseau, de vos amis, entre guillemets, et qui vous rappellent que non seulement c'est son anniversaire, que visiblement il aime bien l'équitation, donc vous auriez peut-être lui offrir un bouquin pour son anniversaire sur l'équitation, etc., etc., etc. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses quand même très très intéressantes à regarder. Et quand on parle de F-commerce, il ne faut pas considérer une boutique sur Facebook comme une fin en soi. C'est un outil marketing, d'animation, pour faire des ventes événementielles, pour générer du trafic sur son propre site web. Voilà, il ne faut pas se dire, je vais ouvrir une boutique sur Facebook et je vais faire du chiffre d'affaires sur Facebook. Oui, vous en ferez peut-être, mais ce n'est pas sa vocation première. C'est avant tout un outil marketing d'animation et de fidélisation aussi de votre communauté. Il est vrai aussi qu'avec les dernières années qu'on a vécues autour de la crise, les directions marketing, communication et commerciales focalisent vraiment sur la partie ROI. Donc aujourd'hui, on se pose tous la question, si on va sur Facebook, est-ce que c'est héroïste? Aujourd'hui, vous avez... Oui, mais aujourd'hui, vous avez des outils qui commencent à émerger. Alors, je suis désolé, je ne voulais pas faire de la pub, mais là, on va sortir une plateforme d'optimisation d'achat d'espace sur Facebook qui vous permet non seulement de créer à la volée toutes les publicités que vous voulez créer et de les A/B tester et d'optimiser en fonction d'objectifs de ROI, de CPC, de visibilité peut-être, etc. Donc aujourd'hui, on apprend. Hein. Je peux vous dire que les premières années où vous avez fait du Google, je ne suis pas sûr que les premiers mois, vous étiez hyper rentable. Hein. Donc il y a un apprentissage et on est en train de le faire, cet apprentissage. Hervé, vous vouliez rajouter? Oui, en fait, je dirais que le marketing digital, c'est aussi beaucoup de mathématiques. Puisque effectivement on a un coût au clic, on a un coût au lead, on a un coût d'acquisition client, et donc il faut effectivement avoir des très bons outils de tracking, de mesure pour pouvoir définir quelles sont les sources rentables et celles qui ne le sont pas. Et puis il faut travailler avec ses fournisseurs et ses prestataires avec une logique de prise de risque partagée. On parle beaucoup de performance. Est-ce qu'un prestataire est capable de mettre en place des moyens, des actions et de se rémunérer uniquement sur les ventes avec un risque maximum? Est-ce qu'au contraire, il peut y avoir des risques partagés entre un média qui va générer un trafic qualifié et un marchand qui va convertir ce trafic? Donc l'idée, c'est de trouver le juste équilibre, de tirer la corde au bon endroit, sur le bon levier, et d'avoir en fait une logique importante de mesure pour que finalement le marchand et son média ou son prestataire aient chacun leur minimum de rentabilité pour fonctionner ensemble dans la durée et construire une logique relationnelle pluridisciplinaire, pluriannuelle, parce que finalement c'est fatigant de passer son temps à essayer de chercher les meilleurs leviers, les meilleures actions, autant vraiment tester au départ et puis ensuite généraliser intelligemment, avec toujours une logique de mesure pour être efficient tout de suite et rediriger le budget au bon moment, au bon endroit. Pauline Herbinet, pour Aquarelle, quelles sont les stratégies, les perspectives à moyen terme? Je voulais juste rebondir un tout petit peu sur enfin, voilà, l'importance en fait de suivre des indicateurs
voilà, de taux de clic, de conversion. Enfin, voilà, nous, je pense que la plupart des e-commerçants suivent les mêmes indicateurs, mais c'est vraiment indispensable. Parce que de temps en temps, on croise des grosses sociétés qui, en fait, dépensent des milliers d'euros en communication online et derrière, sans suivi vraiment fin. C'est vraiment dommage parce qu'on a tous les outils pour suivre les retours. Alors, votre stratégie à moyen terme pour développer, accroître encore plus les ventes des sites e-commerce d'aquarelle? Alors, c'est assez large. Nous, on avait une stratégie 100% web, donc jusqu'à l'année dernière. Donc sur vraiment tous les leviers d'acquisition du web, donc emailing, display, affiliation, search, enfin vraiment très large. Et on a eu une opportunité l'année dernière de démarrer des campagnes de publicité en télévision. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était aussi qu'on pouvait aussi calculer les performances. Et que là, en tout cas dans ce cas-là, les spots qu'on a choisis sont jusqu'ici rentables, avec des campagnes événementielles là, qui vont bientôt démarrer, par exemple pour la fête des mères. Donc c'est un nouveau levier qu'on teste. Donc ça sur le offline, voilà. Mais sur la partie online, je rebondis aussi par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur GoVoyage. En fait, l'important, c'est aussi le remarketing. Toute la partie remarketing, elle est très importante parce que, alors c'est sur des volumes plus petits, mais en fait, on affine vraiment, on va chercher vraiment le client intéressé. Et c'est là que l'entonnoir se resserre. Pour GoVoyage, les perspectives à venir? Alors, nous, on a deux phases d'apprentissage. C'est une première phase qui commence à être intéressante et avancée sur la partie mobile. Donc, on a lancé des applications, on est en train de les déployer. Et c'est vrai qu'on a un retour qui est très positif et un peu surprenant. On ne pensait pas, nous, sur des paniers moyens qui sont quand même élevés. Hein, quand le panier moyen GoVoyage, c'est dans les 650 €. Ça génère des ventes sur les terminaux mobiles. Donc ça, on continue à travailler dans ce sens-là. On est en train de se positionner ici comme un compagnon de voyage. Donc on est en train d'utiliser, développer des partenariats avec des applications qui le font. On a des guides destinations qu'on offre à nos clients. Quand vous allez acheter un aller-retour pour Barcelone, et vous avez dans votre email la possibilité de télécharger un petit guide destination de Barcelone. Bon, on est en train de travailler cette partie mobile-là qui est très intéressante et qui va devenir stratégique à l'avenir parce que de toute façon, les terminaux vont complètement fusionner et ça, on va en passer par là. Aujourd'hui, il y a 3% de notre trafic qui vient du mobile. Le deuxième axe stratégique, c'est de comprendre et de maîtriser les réseaux sociaux. Donc jusqu'à maintenant, on avait effectivement une stratégie très défensive, beaucoup de veille, on essayait de comprendre. Depuis un an, on a un community manager qui anime une communauté, qui commence à échanger. Et on va commencer à rentrer dans les logiques de boutique. On a eu des expériences, donc le retour sur investissement. Nous, on est une société complètement orientée ROI, on est sous LBO. Bon. Le ROI du média Facebook n'est pas très bon. Par contre, le trafic qui vient de Facebook est bon, il convertit très bien. Parce que, grosso modo, vous avez sur votre page fan de Facebook, vous avez vos promoteurs. Il y a les promoteurs de la marque, il y a les gens qui s'intéressent à vous, il y a des voyageurs. Donc voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va être amené à développer. Facebook et les autres réseaux sociaux, je pense qu'il ne faut pas qu'on pense que Facebook. Voilà, donc ça, c'est les deux axes stratégiques. Ceci dit, vraiment, le court terme chez GoVoyage, c'est quand même l'acquisition d'Opodo. Aujourd'hui, on est dans une démarche où on attend la réponse de Bruxelles qui doit valider l'acquisition d'Opodo suite à la fusion avec eDreams. Donc je pense que ce qui va nous driver pas mal ces 12 prochains mois, c'est ça. Eh bien, merci à tous pour votre participation. Rendez-vous à une prochaine table ronde d'innovation et cross-média. À bientôt. Merci.